3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va aujourd'hui? Moi, c'est cool, je commence à m'y habituer, je crois, à cette moustache. Et vu tout ce qu'on a déjà récolté sur Twitch jusque-là, pour la bonne cause, pour le Movember, moi, ça me ravit d'autant plus. Si vous voulez en savoir davantage, rendez-vous là-bas lundi soir pour un live anniversaire qui s'annonce fabuleux, ça promet. Sauf que pour le moment, ça fait longtemps et ça va faire plaisir à la team tableur qui se manifeste régulièrement, justement, sur Twitch. On part sur la playlist Overtime. Ouais, dans le live de dingo de mercredi, vous avez voulu que je parle des meilleures saisons régulières de l'histoire. L'idée, bien sûr, n'était pas juste de lister bêtement dans l'ordre celles qui avaient le meilleur bilan, vous me connaissez. Comme à chaque fois, j'ai sorti mon meilleur tableau Excel, j'ai élaboré des critères que je vais vous présenter, j'ai fixé un barème, j'ai fait chauffer mon cerveau, et j'ai mathématisé le truc, histoire de voir si l'outil tableur disait la même chose que la réalité pour plus de 50 teams historiques en NBA, 53 exactement. Ouais, là-dessus, j'ai décidé de faire simple, j'ai juste pris toutes celles qui avaient eu un bilan supérieur ou égal à 75% de win dans une saison. Et en vrai, j'ai adoré, j'y peux rien, ne m'en voulez pas, je kiffe trop jouer et manipuler les chiffres pour observer le résultat. Bien sûr, je ne vais pas parler des 53 teams aujourd'hui, le classement, dans son intégralité, vous le retrouverez dans la description. Du coup, c'est parti, une fois que je vous aurai expliqué le barème, les critères et le concept, on verra quels sont, selon les maths, les 6 teams qui ont réalisé les meilleures saisons régulières dans l'histoire de la NBA. Donc pour commencer, vu que ça me paraît essentiel, je vais vous expliquer ma manière de procéder. Bien entendu, le premier critère que je vais prendre correspond au bilan, évidemment, on ne peut pas passer au-delà, même si aujourd'hui je veux m'en détacher. Par contre, comme vous le voyez, j'ai préféré fixer mon barème en fonction du pourcentage de win pour distribuer mes étoiles. Logique au final, vu que toutes les saisons de l'histoire, pour des raisons diverses et variées, n'ont pas forcément eu la même durée. Ce critère d'ailleurs, vu qu'il est tout de même essentiel, me permettra de départager 2 teams en cas d'égalité d'étoiles. Jusque là, c'est du classique, hein, voilà pourquoi il est temps d'aller plus loin. Mes 2 prochains critères correspondent à l'attaque et à la défense, car oui, pour moi, plus une team attaque et défend bien, et plus elle performe. Par contre, vu que le rythme de jeu a largement évolué à travers les années, j'ai préféré sélectionner les offensive rating et defensive rating qui correspondent au nombre de points marqués ou encaissés pour 100 possessions. J'ai également décidé de le pondérer en fonction de l'adresse générale de l'époque pour les équipes d'avant les années 80. Ouais, j'ai été obligé de faire ça pour ces époques, sinon, croyez-moi, ça faussait tout. On avait l'impression d'avoir des attaques toutes pourries et des défenses énormes, alors qu'en vrai, c'était juste que la réussite n'était pas la même. Donc j'ai lié tout ça, ça me paraissait avoir plus de sens. J'ai fait les 2 sortes de calculs, de toute façon, pour tester avec pondération, sans pondération, et quoi qu'il arrive, c'était avec les coefficients que les résultats étaient les plus cohérents. Bref, de toute façon, déjà, ces 3 critères peuvent donner des indicateurs cool, mais histoire d'ajouter un petit peu de fun, comme bien souvent, j'ai rajouté des étoiles bonus. En effet, pour chaque All-Star qu'a obtenu l'équipe en question lors de la saison étudiée, j'ajoute un point. Pareil pour ce qui est des awards principaux que vous pouvez voir listés en noir dans le visuel. Pour moi, plus de joueurs sont récompensés, et plus c'est signe d'un haut niveau de domination en saison. Alors bien sûr, le fait que certains trophées n'existaient pas encore à la création de la ligue pourrait fausser le truc, j'en suis bien conscient. Mais bon, vu qu'aux prémices de la NBA, il y avait quand même beaucoup moins d'équipes et donc beaucoup moins de joueurs, je me dis que c'était beaucoup plus facile de devenir All-Star, et pour moi, ça compense. Il m'ensuite suffit d'aller chercher ces données sur Basketball Référence notamment, de les rentrer dans mon tableur, de taper des formules basiques pour les 53 équipes et d'observer le résultat. 6 teams se sont finalement détachés et c'est bien celle-ci que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Alors à la place numéro 6 viennent les Boston Celtics avec leur saison 2007-2008. Il faut dire que cette team suscitait une sacrée hype vu que lors de l'off-season elle avait fait venir les stars qui étaient Ray Allen et Kevin Garnett pour accompagner des gars comme Paul Pierce, Rajon Rondo ou encore Kendrick Perkins qui eux étaient déjà présents. Sam Cassell de son côté est arrivé en cours de saison afin d'ajouter un peu d'XP à cet effectif et a été très utile. Évoquons également Tony Allen, Eddie House et James Posey et avouons que finalement cette équipe est vraiment bien construite. L'objectif de toute façon était simple, redorer le blason de la Maison Verte qui jusque-là était plutôt en difficulté sur le 21e siècle. Et le moins que l'on puisse dire c'est que autour de Doc Rivers et sa fameuse philosophie Ubuntu basée sur le sens du sacrifice, tout a cliqué de suite. À tel point d'ailleurs qu'un joueur comme Sam Cassell a toujours suivi son coach pendant le reste de sa carrière et est encore l'assistant de Rivers aujourd'hui. Sa signature autour du Big Ticket, c'était la défense, 5 étoiles dans le domaine avec un rating inférieur à 100, mais aussi une étoile bonus grâce au trophée de défenseur de l'année obtenu par l'ailier fort. Déjà ça commence à parler. Même
Même si par son ancienneté à Boston, Paul Pierce restait plutôt le leader, le go-to guy, l'âme de cette équipe, pour moi c'était vraiment KG. Notons qu'on aurait presque pu ajouter une étoile bonus supplémentaire dans les awards, vu que cette saison-là, Danny Ainge a été élu dirigeant de l'année. Faut dire aussi qu'assembler une telle team qui performe de suite, ça mérite vraiment les honneurs. Mais bon, cette distinction, selon moi, elle n'est pas majeure. Voilà pourquoi je ne l'ai pas prise en compte dans mon tableur aujourd'hui. Après, ce qui pêchait un tout petit peu dans cette team, c'était quand même l'attaque. Ok, ces 6 étaient habitués à jouer sur un rythme lent, sur demi-terrain, mais même en termes d'offensive rating, 110,2 c'est pas foufou, et cette année-là en NBA, 10 équipes possédaient un meilleur chiffre que le leur dans ce domaine. On s'arrête donc à 3 étoiles, sachant qu'à 2 petits dixièmes près on descendait à 2. Mais bon, ça compense l'étoile qu'on n'a pas donnée à Danny Ainge, et on compense également avec le nombre de All-Stars dans cette équipe. Sans surprise, les 3 membres du Big Three ont participé au match des étoiles pour atteindre un total de 15 points stellaires, ce qui est franchement lourd. Avec du recul, ça ne m'étonne finalement pas tant que ça de retrouver ces Celtics 2008 dans notre top 6 du jour. Et puis même si ça ne rentre pas dans notre ranking, je trouve qu'il serait incomplet de terminer sans évoquer un petit peu leur parcours en play-off à toutes les équipes qu'on va aborder aujourd'hui. Ces Celtics, avec leur team de guerriers, ont réussi à accéder au final NBA pour la première fois depuis 1987, ravivant la rivalité avec les Lakers et obtenant par la même occasion leur 17e titre après une post-season marathon de 26 matchs disputés, un record historique. Cette équipe, y a pas à bégayer, elle est légendaire en termes de collectif, de combat et de sacrifice, elle est un exemple. Je suis donc bien content que les mathématiques m'aient permis de parler d'elle aujourd'hui. Pour la place numéro 5, on reste dans le Massachusetts, toujours à Boston. Et oui, forcément quand on possède 17 titres dans une seule et même franchise, c'est souvent qu'on a réalisé de bonnes saisons régulières. Celle de 1972-1973 avec son bilan de 68-14 qui apporte 4 étoiles est une excellente illustration de ce phénomène. Ce que j'aime bien, c'est que lorsque l'on pense à l'histoire des Celtics, ce sont souvent les noms de Larry Bird et de Bill Russell qui reviennent. Et pourtant, dans les 70s, cette période d'entre-deux, ni l'un ni l'autre n'évoluait dans la Maison Verte. La grosse star à l'époque, c'était Dave Cowens, qui a ni plus ni moins, avec un exercice très dominant dans la raquette, 20 points et 16 rebonds de moyenne, terminé avec le trophée de MVP cette saison-là. Finir devant des légendes comme Karim Abdul-Jabbar ou Tiny Archibald, pour ce trophée, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Mais comme vous le voyez, là-haut, il y a une deuxième étoile concernant les awards, tout simplement parce que Tom Heinsohn, l'entraîneur, a été élu coach de l'année. Et ne pensez pas qu'à cette époque-là, à Boston, seul le duo coach-pivot performait, vu que Red Auerbach, en tant que GM légendaire, leur avait associé un John Havlicek de 33 ans en mode hyper complet, mais aussi le meneur Jojo White, excellent scoreur. Tous les deux ont pu participer au match des étoiles aux côtés du Big Red Dave Cowens, et ce n'est pas rien, ça leur offre 3 étoiles bonus supplémentaires. Pour finir, le score de 108 dans le offensive rating pondéré et de 101 du côté de la défense leur offre 6 étoiles supplémentaires pour un total de 15 également. C'est juste leur bilan plus élevé, donc à 2 wins près, qui les classe devant leurs homologues de 2008. Malheureusement, eux en playoff n'ont pas connu la même réussite vu qu'ils furent éjectés en 7 matchs par les futurs champions, les New York Knicks du trio Willis Reed, Earl Monroe, Walt Frazier, qui ont réussi à complètement faire déjouer la Maison Verte lors de l'ultime rencontre. Ça pique un peu ça de ne même pas réussir à arriver en finale après une telle saison. Mais peu importe, même s'ils ne le savaient pas encore, à ce moment-là, ils se consoleront plus tard en remportant les bagues de 1974 et de 1976. Cependant, malgré ça, c'est bien la campagne de 1972-1973 que les maths font apparaître dans notre ranking du jour. Changement de côte pour notre place numéro 4, puisque maintenant nous abordons les Lakers de 1971-1972. Leur saison à 69-13 rentrée tout de suite dans la légende leur offre direct 4 étoiles pour le bilan. Il faut dire aussi que les Angelinos autour du trio Jerry West, Will Chamberlain, Gail Goodrich, tous les 3 All-Stars pour apporter des étoiles bonus, avaient bien décidé d'en découdre cette année-là. Pour faire simple, en termes de bilan, ils ont juste réalisé la meilleure saison all-time à l'époque, pour un record qui a tenu pendant près de 25 ans. Petite cerise, ou plutôt immense cerise sur le gâteau, leur série de 33 wins consécutifs qui a duré entre le mois de novembre et le mois de janvier. Ce record-là, lui, il tient encore et il ne paraît vraiment pas prêt d'être battu. C'est un truc de malade. Franchement, ce n'est vraiment pas pour rien qu'au milieu des années 90, cette team a été élue parmi les 10 meilleurs de l'histoire. Mais bref, passons aux autres étoiles bonus, et celle qui est pour les awards, elle appartient à Bill Sharman, l'entraîneur. Cette année-là, il remporta sans aucune discussion possible le trophée de coach de l'année. Quand l'on sait qu'en tant que joueur, il était une légende des Celtics, performer ensuite en tant qu'entraîneur chez les rivaux de LA, c'est un comble plutôt rigolo. Il a ainsi pu ramener sa culture offensive du côté des Lakers, qui dans les années 70 excellaient de ce côté-là du terrain. Il faut dire que West et Goodrich tournaient tous les deux à plus de 25 points par match, ce qui leur a filé un offensive rating pondéré à 113 points, et donc 4 étoiles. De l'autre côté, Will Chamberlain en tour de contrôle avec ses 19 rebonds par match n'était pas en reste non plus d'ailleurs. Dommage que les contres n'étaient pas comptabilisés encore. Il permet, lui aussi, avec sa jolie moustache, à ses Lakers d'obtenir 2 étoiles pour ce qui est du defensive rating pondéré et d'obtenir
Thunder, eux aussi 15 étoiles. Mais bon, vous l'avez compris, avec leur bilan assez phénoménal de 69 wins, c'est bien à eux que revient cette 4ème place. Petit mot sur les playoffs quand même pour finir, car c'est bien à ce moment-là que l'équipe est réellement rentrée dans la légende. Après 18 ans de disette et 8 finales perdues, symbolisées par la carrière du plus magnifique loser de tous les temps, Elgin Baylor, les Lakers ramenaient enfin le titre à la maison, le premier de leur histoire depuis le déménagement à Los Angeles. Pour l'anecdote, notons que cette saison du titre, Elgin Baylor l'avait pourtant bien commencé dans l'effectif. Ceci dit, au bout de seulement 9 matchs, à 37 ans, rongé par les blessures, il a décidé de raccrocher. C'est donc sans lui que les Lakers sont allés gagner, et 9 matchs, ce n'était pas suffisant pour le considérer comme un champion. Était-il un chat noir? Ce serait sévère que de dire ça, et même si une bague lui a été donnée de façon honorifique, elle ne compte pas dans les palmarès des livres d'histoire. Quoi qu'il en soit, sans aller jusqu'à dire que sa retraite a permis à ces Lakers 1972 d'aller gagner le titre, elle ne leur a en tout cas pas empêché de devenir légendaires. Pour entamer le podium, on reste en Californie, un peu plus au nord, dans une période beaucoup plus contemporaine, vu que l'on va parler désormais des Warriors de la saison 2016-2017. Le bilan de l'équipe, 67-15, c'est violent quand même, ça leur donne direct 3 étoiles dans le domaine. Après, il faut dire aussi que pour renforcer un roster déjà incroyable, l'été d'avant, ils ont juste fait venir Kevin Durant, MVP 2014, qui pour sa première année à Golden State a tourné à des moyennes de 25 points, 8 rebonds et 5 passes décisives, ça aide forcément. Pendant toute la saison, l'équipe a battu tout un tas de records historiques, notamment à 3 points. En même temps, elle était portée par son fameux Fantastic Four, dont tous les membres ont fini All-Star cette saison-là. KD, bien sûr, mais aussi Stephen Curry, MVP 2015 et 2016, Klay Thompson, le sniper d'élite, ainsi que Draymond Green, facilitateur mais aussi bulldog défensif, apportent 4 étoiles bonus à cette super team, et même 5, vu que Green a également fini Depoy. Et puis quand on rajoute à cet effectif André Iguodala, MVP des finales 2015, on se rend vraiment compte de l'impact qu'étaient capables d'avoir les squads de Steve Kerr. Petit plus, même si encore une fois ça ne compte pas, Bob Myers, comme Danny Ainge en 2008, a également remporté le award de dirigeant de l'année. Les mecs aux Warriors ont juste tout raflé cette saison-là. Merci mon pote. Mais sur le terrain, en vrai, la domination de cette équipe s'est tout d'abord révélée offensivement. Avec 3 joueurs à 22 points de moyenne ou plus, les Warriors ont atteint un incroyable offensive rating de 115,5, équivalent à 5 étoiles, tout ça en assurant méchamment de l'autre côté du terrain avec 104 points encaissés pour 100 possessions, soit 3 étoiles. Beaucoup considèrent cet effectif tout simplement comme le meilleur jamais assemblé dans l'histoire, et ça peut se comprendre. Le truc, c'est qu'en saison, peut-être que parfois, ils ont levé le pied histoire de ne pas arriver trop cramés en playoff. Voilà pourquoi ils ne sont que 3e aujourd'hui. À mon avis, ils avaient le potentiel pour finir premier. Sauf que ça valait le coup. Lors de la post-season, ils ont juste sweepé tout le monde jusqu'au final avant de sortir les Cavs 4-1. Cela leur a donné un bilan de 16-1 en playoff, soit le meilleur de toute l'histoire des séries éliminatoires. Mais bon, je le rappelle, vu que la post-season ça ne compte pas, aujourd'hui, cette équipe n'obtient que, si je peux me permettre de dire que, la 3e place aujourd'hui, ce qui est déjà très très lourd. Et le plus dingue dans ce tableur, c'est que pour la 2e place, on va parler encore des Warriors, ceux de la saison 2015-2016, juste avant l'arrivée de KD. En même temps, comment tu peux tester? Avec un bilan de 73-9, cette année-là, ils détiennent tout simplement le meilleur record de toute l'histoire de la NBA. Bien sûr, ça leur file 5 étoiles. Déjà championne en titre, l'équipe d'Oakland a juste roulé sur tout le monde pendant cette campagne, avec un Stephen Curry présentant une adresse et un range insolent, qui lui offre pour l'occasion son 2e trophée de MVP consécutif, accompagné par un Steve Kerr dans le rôle du marionnettiste élu lui coach de l'année. Boum, voici déjà 2 étoiles bonus dans les awards. Pour ce qui est des All-Stars, pas de surprise, le trio Curry, Thompson, Green a évidemment été récompensé, 3 étoiles bonus supplémentaires, c'est une formalité. Pour vous donner une idée de la violence du truc, dites-vous que Golden State cette saison-là a remporté ses 24 premiers matchs en saison, explosant pour l'occasion le record NBA dans le domaine qui était seulement de 15 jusque-là. Sauf que cette domination de début d'exercice a même dépassé les frontières de la Grande Ligue, puisque dans les sports majeurs américains, personne n'avait fait mieux pour commencer une saison que l'équipe de baseball des Maroons, auteur de 20 wins consécutives en 1884. Ouais, les Warriors, en faisant une série qui est allée jusqu'à 4 victoires de plus, ont juste défoncé une marque qui existait depuis plus de 120 ans. C'est pas un truc de ouf? Bien sûr, avec un Stephen Curry à plus de 30 points par match tout en étant dans le 50-40-90 club, au niveau de l'adresse, l'attaque était incroyable. Fort dans offensive rating de 114,5, il termine avec 4 étoiles, à 5 petits dixièmes seulement du score parfait de 5. Peu importe, vu qu'en défense il n'était pas en reste, et grâce à un rating de 103,8, il glane pour l'occasion 3 étoiles de plus pour un total global de 17. La lourdeur du truc quand même de dominer une saison de la sorte, j'hallucine encore. J'aimerais d'ailleurs glisser un petit mot sur Harrison Barnes que l'on oublie bien trop souvent dans cette aventure à mes yeux. Même si ses stats de 12 points et 5 rebonds ne pouvaient pas vraiment le laisser espérer devenir All-Star, son rôle des deux côtés du terrain était primordial. C'est tout hein, rien de plus, je voulais juste lui faire un big up parce qu'il mérite. Mais après parlons du plus gros souci qu'il y a eu cette année-là, c'est que lorsque l'on réalise une campagne de cette lourdeur,
joueurs, souvent ça laisse des traces sur l'organisme. Les Warriors 2016 sont-ils arrivés en playoff trop confiants, trop cramés? Impossible à dire, mais après être passés proche de la correctionnelle en finale de conférence, ils se sont fait remonter un avantage de 3-1 en finale NBA par les Cavs menés par un duo héroïque composé de Kyrie Irving et LeBron James. Dois-je vous faire l'affront de vous expliquer les conséquences énormes qu'ont eu The Block? Je ne crois pas, je l'ai déjà abordé dans pas mal de vidéos sur cette chaîne. Quoi qu'il en soit, vu que leur titre leur a échappé et ne leur a pas permis de conclure cette saison en beauté, vu que ça ne compte pas, ils arrivent quand même à la deuxième place de notre classement du jour. Et oui, deuxième, car aussi étonnant que cela puisse paraître, mes maths et mon tableur ont mis devant l'équipe qui possède le meilleur bilan de l'histoire, une autre équipe, et c'est celle dont on va parler maintenant. Et cette équipe, je suis sûr que vous l'aviez deviné, il s'agit des Bulls de la saison 1995-1996. Bon, avec un bilan de 72 wins pour 10 défaites, leur record est très proche de celui des Warriors 2016, voilà pourquoi ils obtiennent 5 étoiles eux aussi dans ce domaine. Pour revenir un petit peu dans l'histoire, il faut savoir qu'à cette époque, à Chicago, la franchise connaissait un vrai tournant. Suite à l'échec connu par Michael Jordan l'année d'avant pour son grand retour à la compétition après 1 an et demi d'absence, il fallait redorer le blason de cette équipe, pourtant 3 fois championne en 1991, 1992 et 1993. C'est ainsi que Heath Ernest, pendant le tournage de Space Jam notamment, a passé son été à travailler comme un forcené, mais ce n'est pas tout. Parce que oui, Jerry Krause, le GM, sur le marché, a juste réalisé un coup de génie, en mode ski tout double. Et quand je parle de scout poker, je pense que vous savez très bien où je veux en venir. Il s'appelle Dennis Rodman. Alors que le Worm était en train de foutre le Bronx à San Antonio, tout en ayant été à l'époque Pistons l'un des plus grands rivaux du duo Jordan-Pippen, ont décidé de le faire venir chez les Bulls pour défendre, prendre des rebonds et gagner des titres. Risqué, non? Ne le cachons pas, certains à Chicago ont failli s'étrangler lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Sauf qu'avec l'arrivée de cet ailier fort, l'équipe est devenue intraitable des deux côtés du terrain. En plus d'être devenue la première équipe de l'histoire à atteindre et même dépasser la barre des 70 wins, ces Bulls, avec un offensive rating de 115,2 et un defensive rating de 101,8, soit un net rating incroyable de 13,4, ont tout défoncé, remportant 9 étoiles de plus avec mes critères. Par contre, là où ça pêche par rapport à d'autres équipes que l'on a analysées aujourd'hui, c'est au niveau du nombre de All-Stars. Si Michael Jordan et Scottie Pippen ont bien entendu obtenu leur étoile, Dennis Rodman, pourtant meilleur rebondeur de la ligue avec 15 prises par match, mais aussi All-Defensive First Team, a littéralement été snobé. Son côté trublion, dont David Stern n'était vraiment pas fan, lui a probablement joué beaucoup de tours. Le Worm aurait peut-être même pu prétendre au trophée de Deepoy offert cette année-là à Gary Payton, même si ça se discute et que je suis quand même content que le Sonics l'ait gagné. Mais peu importe, ça n'a pas empêché les Bulls de tout rafler. Michael Jordan a terminé MVP avec des stats de 30 points, 7 rebonds et 4 passes, mais aussi 2 interceptions. Tony Kukoc en couteau suisse a fini meilleur 6e homme, tandis que le Zen Master Phil Jackson fut élu coach de l'année. En termes de récompense, on est pas mal, non? Ces 3 étoiles bonus pour les awards permettent aux Bulls de tout exploser avec un score final de 19, soit 2 de plus que les Warriors 2016. C'est énorme. On en oublierait presque la non-sélection de Dennis Rodman au All-Star Game. Puis pour valider cette première place en playoff, les Bulls sont allés chercher le titre, se vengeant en sweepant leur bourreau du Magic de 1995 en finale de conf, avant de sortir les Sonics d'un excellent Gary Payton en finale sur le score de 4-2. Ça ne compte pas ici, mais le titre Larry O'Brien qui a été gagné montre quand même à quel point cette team a été dominante. Petit fun fact quand même, avant de finir, notons que Steve Kerr, que ce soit en tant que coach ou en tant que joueur, a été présent dans les 3 équipes qui sont sur le podium aujourd'hui. On peut donc le considérer comme le véritable héros de ce nouvel opus qui, j'espère, sera validé par la team tableur. Voilà pour ce qui est des 6 meilleures saisons de l'histoire. Selon mes mathématiques, voilà pour ce qui est de ce 35e overtime. Je vous le rappelle, pour le classement en entier, c'est en escroc que ça se passe. Ça vous laissera l'occasion de me mettre tout ce que vous en pensez un petit peu dans la section commentaires. Dites-moi quelle est pour vous l'équipe que le tableur a le plus oublié à cause de mes critères. Perso, j'en ai une ou deux en tête, mais je ne vais pas vous les lâcher histoire de ne pas vous influencer. Par contre, il y a un truc dont il faut absolument que je parle si vous aimez l'histoire et les matchs classiques. En ce moment, je suis ambassadeur pour NBA Europe et je possède un lien d'affiliation pour le League Pass. Bien sûr, c'est l'outil ultime pour suivre la NBA au quotidien, mais ça apporte bien plus. Au niveau des archives, la base de données est insane, c'est donc le moyen parfait pour vivre ou revivre tout plein de moments que l'on a abordés dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors go chercher mon lien dans la description pour kiffer et pour soutenir la chaîne. Yeah baby. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne bien sûr, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Encore et toujours le 4 à la suite. Attention, tous ceux qui oublieront ou zapperont une de ces 4 étapes, je les missionnerai la prochaine fois pour faire tous les calculs de la team tableur et vous allez voir, ça file la migraine.
Merci en tout cas à tous ceux qui sont restés là jusqu'au bout, c'est super important, plus que vous le pensez, ça, pour le référencement, et gros big up à tous ceux qui soutiennent pour le Movember et aussi sur Tipeee. Vous êtes les boss, les vrais. À très vite.